En 2016, mon copain, qui est maintenant mon mari, et moi sommes allés camper dans l'est de la Pennsylvanie. L'endroit que nous avions choisi pour passer la nuit était assez primitif. C'était gratuit, sans service de téléphone portable, et il n'y avait quasiment pas de route. Nous avons croisé 2 autres personnes là-bas, qui, peut-être, n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé par la suite, mais elles étaient assez bizarres pour que je les décrive. La première était une femme qui avait garé son camion sur le côté de la route, capot ouvert, comme si elle attendait que quelqu'un s'arrête pour l'aider. D'habitude, mon copain n'a aucun problème pour aider les gens, mais il m'a dit que quelque chose à propos de cette femme le mettait mal à l'aise. Elle n'avait pas vraiment l'air de quelqu'un en difficulté. Normalement, ceux qui ont besoin d'aide vous regardent avec espoir, en vous voyant approcher, mais elle avait plutôt l'air d'attendre qu'on s'arrête comme si c'était acquis. C'est ce que m'a dit mon copain. Moi, je n'ai rien remarqué de spécial à son sujet. La deuxième personne est apparue lorsque nous avions trouvé un coin où nous installer. Nous préparions un feu pour faire griller des saucisses, quand j'ai remarqué qu'une voiture passait plusieurs fois. Mon copain m'a fait remarquer que c'était à chaque fois le même véhicule et le même homme qui nous regardait en passant. Mon copain commençait à être un peu mal à l'aise, mais nous avions tourné longtemps avant de trouver cet endroit qui nous plaisait. Il avait plu, tout était boueux, et nous cherchions l'endroit le plus sec possible. L'homme pouvait très bien être en train de faire la même chose que nous. Nous avons brièvement envisagé de bouger, mais la route était également boueuse. S'il avait voulu nous retrouver, il lui aurait suffi de suivre nos traces, d'autant que les traces de passage n'étaient pas nombreuses dans cette zone. Finalement, il n'est plus repassé. Donc nous sommes restés là, et avons passé les quelques heures restantes avant la tombée de la nuit à nous détendre. Nous n'avons vu personne d'autre passer. Qu'ils aient eu quelque chose à voir ou non avec ce qui a suivi, la véritable peur est venue plus tard. Nous nous étions endormis dans notre tente quand, vers 3 heures du matin, un bruit extrêmement fort nous a réveillés. J'ai du mal à le décrire ou même à me souvenir exactement de ce à quoi il ressemblait, mais mon copain a dit que cela lui faisait penser au bruit d'une mitrailleuse en train de démarrer. Il a aussi comparé cela au son d'une pelle raclant le gravier, amplifié par un haut-parleur. Il s'est levé d'un bond et a regardé par la petite fenêtre de la tente, mais il ne pouvait rien voir. Le bruit s'est répété plusieurs fois. J'étais trop terrifié pour parler. Mon copain m'a murmuré que c'était probablement très éloigné et qu'on pouvait se rendormir. Je ne l'ai pas contesté, pensant que des sons forts pouvaient facilement se propager au loin. Mais après notre départ, il m'a avoué que cela semblait en réalité provenir de la route, juste à quelques mètres. Il n'avait pas voulu m'effrayer davantage. En y repensant, j'aurais dû me demander pourquoi il chuchotait si le bruit venait de loin. J'étais pourtant encore terrifié, et chaque bruit dehors me semblait être des pas autour de la tente. Nous sommes restés là, immobiles, pendant un moment. Puis, finalement, mon copain m'a dit de m'habiller, que nous partions immédiatement. Alarmé, je l'ai vu déballer la machette que nous avions apportée pour ce voyage, en retirant son emballage en plastique, avant de sortir de la tente. Nous avons rapidement replié nos affaires et chargé la voiture. En regardant autour de nous pour voir s'il y avait des empreintes qui n'étaient pas les nôtres, malgré la lumière de la lune qui éclairait bien, je n'en ai vu aucune. Mais j'ai remarqué quelque chose que mon copain n'avait pas vu. Il y avait une canette de bière près du feu éteint, qui n'était pas là avant. Et nous n'avions même pas apporté de bière. En partant, mon copain m'a expliqué qu'il craignait que quelqu'un ait pu essayer de nous attirer à l'extérieur, et qu'il n'avait pas pensé que ce soit une bonne idée de sortir tout de suite de la tente. Il s'attendait aussi à ce que notre réservoir d'essence ait été vidé, mais heureusement nous avions une voiture hybride, donc cela ne nous aurait pas arrêtés. Nous avons plaisanté en disant que cela ferait une publicité amusante pour les voitures hybrides. Nombre de meurtres évités grâce à une voiture hybride. Je pense que plaisanter était notre seule manière de gérer la peur et l'adrénaline. En repartant, nous nous sommes un peu perdus, ce qui a rendu notre retour à la route principale bien plus long que prévu. Nous avons fini par entrer dans la forêt nationale, qui, apparemment, était notre emplacement depuis le début. Nous sommes passés devant une station de rangers, et comme la lumière était allumée et que nous avions besoin de direction, nous avons décidé de signaler ce qui s'était passé. Les rangers étaient très amicaux,
et comprenaient parfaitement notre inquiétude. En fait, ils nous ont dit que plusieurs personnes avaient rapporté des histoires similaires. En expliquant d'où nous venions et où nous avions installé notre camp, ils nous ont dit que cela faisait sens. Cette partie de la forêt, facilement accessible depuis l'autoroute, était connue pour des activités peu recommandables. Nous avons remercié les rangers et avons repris notre route. Pour le reste de notre voyage, nous avons seulement séjourné dans des campings très peuplés ou dans des hôtels. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans le parc national de Big Bend au Texas. À l'époque, nous préparions une présentation de randonnée pour une série organisée par l'entreprise REI, un grand événement pour eux et d'autres compagnies d'activités de plein air, principalement des photographes qui allaient tester puis promouvoir leur matériel. Notre mission consistait à sécuriser un grand site de camping répondant à certains critères, une vue dégagée pour le lever et le coucher de soleil, de l'eau courante à proximité, et aucun autre campeur dans un rayon de 5 km. Big Bend se situe à l'ouest du Texas, le long du Rio Grande, et borde le Mexique avec son désert et ses petites montagnes, offrant des paysages magnifiques. Travaillant pour le parc, nous savions quels endroits étaient les plus fréquentés et quels emplacements offraient les meilleures perspectives. Nous nous sommes répartis en plusieurs équipes pour explorer et choisir le meilleur site possible. Après avoir trouvé l'endroit idéal, l'après-midi nous était libre. REI nous a proposé de tester certains équipements, mais nous étions principalement libres de nos activités. Nous nous sommes alors divisés en groupes selon les intérêts de chacun. La plupart voulaient se baigner, quelques-uns préféraient pêcher, et il y avait un réseau de sentiers à proximité que j'avais envie d'explorer. Je suis allé randonner près d'un endroit que nous appelions le Canyon Inconnu, à cause de plusieurs pierres tombales isolées qui se trouvaient sur le sol du canyon. Sur ces pierres, on voyait seulement une date et les mots « personne inconnue » ou « enfant inconnu ». Cela peut paraître sinistre, mais en fait, des ouvriers avaient découvert ces corps au début de la construction de la route et, au lieu de les laisser à l'abandon, ils les avaient déplacés dans une petite vallée pittoresque où ils avaient érigé des pierres tombales en pierre et en mortier. Ce détail ajoute une touche d'histoire étrange et fascinante au parc. Cette région du parc s'ouvre sur une section relativement plate où la rivière s'élargit, rendant la faune plus diversifiée et visible. C'était un endroit sûr et tranquille où je pouvais m'amuser avec mon appareil photo sans craindre de trébucher ou de manquer de main libre. J'ai même pris quelques photos des tombes anonymes que j'ai croisées. Je me trouvais à quelques centaines de mètres de la camionnette des Rangers, garée dans un emplacement désigné, dans une zone rarement accessible aux randonneurs. Seuls les habitués connaissaient les criques à suivre et les sentiers de gibier qui s'y faufilaient. La descente était presque à pic, donc une bonne connaissance du terrain était nécessaire. En arrivant près du bassin de la rivière à l'embouchure du canyon, j'ai vu quelque chose d'étrange. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que je regardais. Quelque chose bougeait de l'autre côté de la rivière, une silhouette massive mais basse. Au début, j'ai cru que c'était un groupe de lapins, mais c'était bien trop gros. En me rapprochant pour mieux voir, cela paraissait de plus en plus étrange. Un instant, j'ai même pensé que c'était un chevreuil de taille moyenne qui se déplaçait en rampant à plat ventre. J'ai dû cligner des yeux pour me reconcentrer et réaliser ce que je voyais vraiment. Un puma, un grand félin, avançant à ras du sol, probablement à la recherche d'une proie tout proche. C'était la première fois que j'en voyais un, et quand mon cerveau a enfin saisi ce que c'était, j'ai senti mon sang se glacer. Il a alors tourné la tête vers moi, et ce moment est gravé dans ma mémoire. Je voyais dans ses yeux ce calcul rapide, comme s'il évaluait les calories potentielles que je pouvais lui apporter. Je n'avais jamais été aussi reconnaissant de la présence de la rivière entre lui et moi. À ce moment-là, la rivière était particulièrement basse à cause de la sécheresse et de l'irrigation non autorisée en amont. On pouvait probablement la traverser à certains points sans grand risque. Elle restait pourtant suffisamment large pour créer une barrière aquatique. Le puma m'observait, puis regardait sa proie, alternant rapidement. Je pouvais littéralement le voir peser le pour et le contre, évaluant si le jeu en valait la chandelle. Intérieurement, je mourais de peur, mais j'ai lentement commencé à m'éloigner tout en maintenant ma direction. J'avais bien un spray anti-ours à ma ceinture, mais face à un prédateur de cette taille,
J'avais peu de confiance en mes moyens. Finalement, soit je n'étais pas assez intéressant pour lui, soit la rivière constituait un obstacle de trop. Mais il ne m'a pas suivi, et j'ai pu rejoindre la camionnette sans incident. Ce fut la marche la plus longue de ma vie, même si elle ne faisait que quelques centaines de mètres. Plus tard, cette nuit-là, j'étais garé au bord de la route principale du parc, dans une zone où les grands félins chassent souvent. Je me souviendrai toujours d'être resté là, seul dans l'obscurité, grignotant des Oreos un peu rassis et buvant de l'eau, en écoutant les grondements occasionnels ou les cris perçants d'un félin dans la nuit, et d'avoir ressenti une immense gratitude pour ma position relativement privilégiée dans la chaîne alimentaire. Cette expérience m'a laissé avec un sentiment profond de respect pour la nature sauvage et pour ses prédateurs majestueux mais terrifiants. Être confronté à une créature comme un puma dans son habitat naturel rappelle combien nous sommes vulnérables et combien le danger peut surgir à tout moment, surtout lorsque l'on explore des régions isolées. Depuis ce jour, chaque fois que je retourne dans des zones comme celle-là, je garde toujours en tête cette rencontre inattendue et cela me rappelle d'être humble face à la puissance de la nature. Je travaillais dans un camp quand tout cela est arrivé. En plus de moi, il y avait un autre gars, un autochtone de mon âge qu'on va appeler Josh. Notre travail consistait à nous occuper des chevaux, à veiller sur les campeurs, préparer les repas et maintenir le camp propre pour le groupe suivant. L'entreprise pour laquelle nous travaillions avait installé des fusils d'urgence dans la caravane où nous étions, ainsi que 2 chiens de garde. Les visiteurs les plus fréquents étaient les gardes forestiers, qui venaient tous les 2 jours pour vérifier les campements de longue durée. On les connaissait bien, et à chaque passage, une cafetière de café les attendait. En pleine nature, c'était agréable d'avoir des visites occasionnelles. Ça rendait le quotidien un peu plus normal. Un soir, après une longue sortie à cheval, nous sommes rentrés au camp et avons aperçu un coyote qui le rôdait. Nous l'avons observé de loin avant qu'il ne nous repère et s'éclipse. Pour une raison inconnue, Josh était très mal à l'aise après avoir vu ce coyote. Les autres travailleurs ne semblaient pas inquiets, mais ils ne vivaient pas sur le site jour et nuit comme nous. Peut-être que c'était juste les nerfs, mais on avait tous les deux l'impression d'être surveillés toute la soirée. Finalement, la nuit est tombée et nous nous sommes endormis. Nous avons été réveillés par des coups frappés à notre porte et des gémissements dehors. Nous nous sommes levés pour vérifier. Josh a jeté un coup d'œil par le store et a vu un campeur paniqué qui l'a fait entrer. La personne nous a raconté qu'une des filles avec eux avait entendu un bruit ressemblant à la voix d'une amie dehors. Et en sortant de la tente, elle avait vu quelqu'un qui gémissait, ce qui les avait tous réveillés. Cela faisait plus de 20 minutes que ça durait avant qu'ils viennent nous chercher. Pendant qu'ils nous expliquaient cela, les gémissements se sont arrêtés puis ont repris, cette fois plus près du campement. C'est à ce moment-là que nous avons remarqué les chiens qui étaient avec nous et qui hérissaient leur pelage. Alors même si nous n'étions pas très courageux, nous avons pris le fusil et sommes sortis de la caravane, emmenant les chiens en laisse jusqu'au centre du camp. De là, on pouvait dire que le bruit venait juste au-delà de la lumière des lanternes, dans une zone plongée dans l'obscurité. Nous avons rassemblé un peu de bois pour raviver le feu, et c'est là que les choses se sont gâtées. Je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie. Dès que les flammes ont commencé à prendre, les gémissements ont cessé. Les chiens, debout à nos côtés, grognaient, la queue entre les jambes. Ils savaient qu'ils n'étaient pas de taille face à ceux qui étaient dehors. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, alors j'ai armé mon fusil et mon ami a fait de même. Ensuite, un silence de mort est tombé, si total qu'on n'entendait absolument rien. Je ne sais pas si c'était la peur ou autre chose, mais la seconde d'après, j'ai entendu mon nom murmurer depuis la lisière des arbres à ma gauche. Je dois l'avouer, j'ai eu la peur de ma vie. Je regarde mon ami, il a les yeux écarquillés et le visage livide, scrutant entre moi et l'endroit d'où provenait le murmure, aussi terrifié que moi, si ce n'est plus. Nous nous rapprochons du feu de camp, et Josh prend alors une branche enflammée pour la lancer dans la direction des arbres. À ce moment-là, quelques campeurs qui nous avaient suivis dans l'obscurité commencent à paniquer complètement. Certains avaient entendu la voix et nous ont vus lancer des branches en feu dans l'ombre, fusil levé,
Ils savaient tous que quelque chose clochait. Je les ai regardés un instant, juste à temps pour les voir reculer précipitamment vers la caravane et en claquer la porte. Ce n'était pas très courageux, mais je pouvais comprendre. Nous entendions encore des bruits étranges, et à un moment, quelque chose s'est précipité hors des buissons, ce qui a rendu les chiens complètement fous. Si j'avais eu encore la moindre goutte de sang-froid, elle m'aurait probablement quitté. Juste au moment où je m'apprêtais à faire un pas en avant, j'ai entendu une autre voix murmurer, cette fois en prononçant le nom de Josh, et même son nom complet, droit devant nous. Je regarde Josh, mais nous sommes paralysés par la peur. Il pointe du doigt quelque chose qui s'approchait lentement de nous. Il lève son fusil et tire, atteignant la forme, quoi que ce soit, en plein dans la végétation. Après ce premier tir, on a tous les deux perdu notre calme et commencé à tirer dès qu'un bruit se faisait entendre dans les broussailles. La chose que nous avions vue sortir des feuillages avait la taille d'une personne. Tout ce que nous avons cru voir après cela rampait près du sol. Nous avons passé le reste de la nuit à l'extérieur de la caravane, sans oser y retourner. Au petit matin, les autres employés sont arrivés et nous ont trouvés épuisés, encore cramponnés à nos fusils. Ils nous ont demandé ce qui s'était passé, alors nous avons tout raconté. Ensuite, ils sont partis enquêter, l'un d'eux utilisant une radio pour contacter les gardes forestiers. Une camionnette verte est apparue depuis la forêt en moins d'1 heure. Vers midi, ils sont revenus avec 2 coyotes morts. Il semblerait que le groupe de campeurs ait apporté une grande quantité de viande pour faire des grillades, sans bien refermer les contenants, ce qui aurait attiré une meute de coyotes. J'avais imaginé toutes sortes de scénarios incroyables, allant des esprits aux fantômes. Alors voir de vraies bêtes responsables de ce chaos semblait irréel. Les gardes forestiers ont cependant noté un détail étrange. Un des coyotes avait une énorme blessure par balle sur le côté, provenant de l'un de nos fusils, mais l'autre ne présentait aucune blessure visible. Pas de trou de balle, rien. Son visage était figé dans un rictus menaçant, et ses muscles étaient tellement tendus qu'ils semblaient en pétrifiés. Personne ne savait ce qui avait pu le tuer, comme s'il était tombé raide mort au milieu de la panique. Josh, quant à lui, était particulièrement secoué en voyant les coyotes et a refusé de me dire pourquoi. Je soupçonne que cela avait à voir avec ses croyances, peut-être liées à sa culture, mais je n'ai pas voulu insister. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il aurait dû y avoir un 3e corps, celui de cette grande silhouette qu'il avait tirée en pleine poitrine, mais il n'y avait aucune trace. Les coyotes ne parlent pas, et pourtant, nous avons tous les deux entendu nos noms chuchoter cette nuit-là. La scène était macabre. Du sang et des entrailles éclaboussaient le sol, les buissons et même les troncs d'arbres. Un de nos collègues, que j'appellerais Jean William, a dit que ça ressemblait à une bataille parmi la meute elle-même, et peut-être que c'était cela qui les avait rendus frénétiques. Les gardes forestiers ont rédigé un rapport, mais nous n'avons jamais eu d'informations supplémentaires sur ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. En 2016, je travaillais comme membre du service des parcs en Alaska lorsqu'un jour, nous avons reçu un appel concernant un dépôt illégal de déchets sur un sentier local. Mon collègue et moi sommes donc partis enquêter. En marchant sur le sentier, alors que nous n'avions croisé que quelques joggeurs, nous avons soudain remarqué un homme à environ 20 mètres de nous, dissimulé derrière un buisson. C'était un homme aux cheveux longs et clairs, accroupi, qui nous fixait du regard. Cette vision m'a immédiatement figé de peur, ce genre de sentiment instinctif qui vous dit que quelque chose ne va pas. Ce qui nous a frappé, c'est que cet homme n'était visiblement pas comme les autres personnes sur le sentier, qui faisaient une pause, détendue et en pleine lumière. Lui semblait plutôt vouloir éviter qu'on le voie, avec un comportement qui rappelait presque Gollum du Seigneur des Anneaux. Mon collègue, pensant d'abord qu'il pourrait s'agir d'un ours ou d'un autre animal, a alors compris qu'il s'agissait d'un homme. En lien avec notre mission de départ, j'ai réalisé qu'il aurait pu être celui qui avait fait ce dépôt illégal. Lorsque l'homme a vu que nous l'avions repéré, il s'est levé brusquement, étirant les bras comme s'il profitait de la journée, et s'est approché de nous. À ma surprise, mon collègue connaissait cet homme. Il s'agissait d'un entrepreneur local en construction qui avait construit une terrasse pour mon collègue l'année précédente. L'homme expliqua qu'il s'était juste éloigné un moment pour se soulager,
Même si, honnêtement, ce n'était pas du tout l'impression que nous avions eue. Mon collègue n'ayant rien trouvé de suspect, nous avons repris notre marche et il nous a même accompagnés un bon bout de chemin. L'homme en question ressemblait à un caméléon, ce genre de personne qui semble vouloir plaire à tout prix. Il nous parla de son entreprise, de sa carrière militaire. Tout cela paraissait étrange, vu son comportement d'un peu plus tôt. Quand nous lui avons demandé s'il avait remarqué des dépôts illégaux, il a commencé à raconter des histoires de gens étranges sur les sentiers, exagérant chaque détail avec des gestes amples. Quelques années plus tard, j'ai appris que cet homme avait été arrêté. Apparemment, il y avait eu une altercation avec une jeune femme dans un café qui s'était terminée par son meurtre. La vérité était plus troublante encore. Cet homme, nommé Israel Keyes, était en fait un tueur en série qui enlevait, torturait et assassinait des victimes de façon aléatoire à travers le pays. Il enterrait des kits de meurtre remplis d'armes et d'argent dans des lieux isolés et revenait les récupérer des années après. Mon collègue a émis la théorie que l'appel concernant le dépôt illégal pouvait être dû à quelqu'un ayant vu Keyes enterrer un de ses kits. Il pensait que Keyes s'était joint à nous pour s'assurer que nous ne revenions pas sur nos pas et que nous n'allions pas découvrir son matériel ensanglanté. J'ai même décidé de retourner sur les lieux pour vérifier si je trouvais quelque chose d'enfoui, mais je n'ai rien trouvé. Certains ont pensé qu'il attendait peut-être pour surprendre une victime sur le sentier, mais ce n'était pas vraiment dans ses habitudes, à ce qu'on m'a dit. Israel Keyes était un criminel extrêmement violent et méthodique. En plus des enlèvements et meurtres, il commettait des invasions de domicile, incendiait des bâtiments et effectuait des braquages de banques. Il avait échappé aux autorités pendant au moins 15 ans, probablement plus longtemps. Israel Keyes avait échappé aux autorités pendant au moins 15 ans, peut-être même plus. Sa méthode était particulièrement troublante. Il ne suivait aucun profil de victime. Ses choix semblaient totalement aléatoires, sans distinction de sexe, d'âge ou d'apparence. Cela signifiait que ses victimes étaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment, tout comme ce qui s'était passé pour nous ce jour-là dans la forêt. Keyes était capable d'une violence inimaginable. En plus de ses attaques contre des personnes, il avait également commis des cambriolages, allumé des incendies criminels et effectué des braquages dans plusieurs États. Après son arrestation, les enquêteurs découvrirent qu'il avait traversé les États-Unis à de nombreuses reprises pour commettre ses crimes. Il enterrait ses kits de meurtre, un peu partout, contenant des armes, de l'argent, des outils et tout ce dont il aurait besoin pour un meurtre prémédité. Une fois la cachette enterrée, il pouvait attendre des années avant de revenir la récupérer et de mettre son plan à exécution. Il s'assurait ainsi que son matériel ne serait pas relié à lui immédiatement en cas de découverte. L'arrestation d'Israel Keyes a permis de lever le voile sur une partie de ses crimes, mais il s'est suicidé avant son procès, emportant avec lui les réponses à bon nombre de questions. Jusqu'à aujourd'hui, son nombre exact de victimes reste inconnu, et il est fort possible que de nombreux crimes n'aient jamais été reliés à lui. Les enquêteurs ont estimé que Keyes aurait pu être responsable d'une dizaine de meurtres à travers les États-Unis, mais certains pensent que le nombre pourrait être bien plus élevé. Repensant à cette rencontre étrange, je me rends compte de la chance que nous avons eue. Dans cette forêt, nous étions peut-être passés à quelques mètres de l'un de ces kits enterrés, sans jamais le savoir. Je repense souvent à cette étrange rencontre dans les bois et à la chance incroyable que nous avons eue. Nous étions littéralement au mauvais endroit au mauvais moment, mais sans le savoir, nous avons échappé à un danger qui dépassait de loin ce que nous pouvions imaginer. La manière dont il s'était comporté en notre présence, passant du rôle de quelqu'un de cordial et enjoué à celui d'une personne qui avait clairement des intentions obscures, m'a toujours semblé incompréhensible. Depuis cet incident, j'ai souvent entendu des rumeurs sur d'autres histoires de Keyes. Il semblait que chaque personne ayant eu le malheur de croiser son chemin racontait des anecdotes troublantes et des détails dérangeants. Ce tueur en série voyageait sans laisser de traces et n'éveillait aucun soupçon. Cela me fait réaliser qu'on peut parfois être bien plus proche du danger que l'on pense, et qu'une simple décision prise en une fraction de seconde peut tout changer. En fin de compte,
Il est probablement préférable que nous n'ayons jamais découvert l'ampleur de ces crimes et que cette rencontre ne se soit pas terminée en tragédie pour nous. Quant à moi, cette histoire reste une leçon de prudence et un rappel constant de la nature parfois effrayante de ceux que nous croisons. Quand j'étais plus jeune, je faisais du bénévolat pour les opérations de recherche et de sauvetage dans la ville où j'habitais. J'étais un randonneur dans l'âme, et je connaissais bien le terrain local, donc ça faisait sens d'offrir de mon temps quand c'était nécessaire. La région n'était pas spécialement connue pour les disparitions inquiétantes, mais on avait des missions régulières à la fin de l'été et en automne, ce qui était justement la période où l'on faisait appel à moi le plus souvent. Un automne, on m'a appelé pour une disparition récente. Un homme, en randonnée avec un groupe, avait soudainement disparu, et les autres avaient rapidement donné l'alerte au lieu de le chercher eux-mêmes. Dans ces situations, on demandait souvent de l'aide aux bénévoles pour agir vite, car ces personnes s'étaient probablement égarées ou éloignées légèrement du sentier et avaient une bonne chance d'être retrouvées rapidement. Alors, toutes les mains disponibles ont été mises à contribution. Les bénévoles ont été répartis par groupe de 4 avec un chef d'équipe, et tout le monde a été assigné aux équipes des gardes forestiers. Notre équipe de 4 avançait sur une crête en pente qui remontait vers un plateau. Nous connaissions bien ce terrain, et on nous avait assigné une zone de recherche en grille. On entendait les discussions sur les talkies-walkies, et on voyait des faisceaux lumineux dans le canyon, chaque équipe occupant une section de la grille. Les lumières mobiles étaient celles des équipes de recherche, et les lumières fixes étaient celles des campeurs ou des postes des gardes. Notre chef d'équipe communiquait régulièrement avec les autres équipes à l'est et à l'ouest de notre position. C'était une unité super bien organisée, et ça me rendait fier d'en faire partie, même si, en tant que bénévole occasionnel, j'étais surnommé un guerrier du week-end. Ce soir-là, c'était un mardi, et notre équipe avait vraiment l'intuition que nous allions retrouver la personne disparue, comme si on sentait qu'il était dans notre secteur. La zone que nous parcourions était un petit col attirant qui longeait le pied des montagnes, mais en réalité, c'était une pente abrupte et bien plus escarpée qu'elle ne le semblait. En marchant, on entendait parfois des bruits de pas dans les buissons en contrebas. Par moments, nous nous arrêtions et appelions son nom. Une fois, on a cru entendre une réponse très faible venant de la crête plus haut. Quand nous avons finalement atteint le plateau, on entendait des pas plus marqués dans la lisière des arbres. Nous étions sûrs qu'il s'agissait d'un humain, car les animaux auraient déjà fui en entendant un groupe de personnes avec des lampes torches. Mais avant que nous ne puissions aller plus loin, notre radio s'est animée de discussions. Une autre équipe, de l'autre côté du canyon, avait retrouvé la personne près d'un fossé sec, à l'opposé de là où nous la cherchions. Nous étions soulagés qu'il soit sain et sauf, mais un peu déçus après s'être tant investis, surtout avec les bruits de pas que nous avions entendus dans les arbres. Nous avons pris quelques minutes pour observer les étoiles, puis nous avons entamé la lente descente vers le poste de commandement. À mi-chemin, on a aperçu une lumière plus bas, à quelques centaines de mètres. Ce n'était pas sur le sentier principal, mais sur une série de sentiers de gibier qui menaient plus rapidement au sommet. L'un des bénévoles a suggéré que ça pouvait être une autre équipe en retard. Les équipes se retrouvent souvent sur le chemin du retour, et plus on est nombreux, mieux c'est, surtout la nuit. Notre chef a alors demandé par radio s'il y avait une autre équipe dans notre zone. Mais il s'est avéré que les équipes proches étaient à 2 ou 3 kilomètres. Nous avons alors éteint la radio et regardé la lumière en silence. Puis, juste au moment où nous commencions à descendre, la lumière s'est éteinte, sans vaciller, juste disparue. Cela nous a tous mis mal à l'aise, même notre chef qui connaissait bien le coin. Nous avons poursuivi notre descente, en allumant même des lampes supplémentaires pour compenser la disparition de cette lumière étrange. Arrivé à l'endroit approximatif où se trouvait cette lumière, on n'a trouvé aucune trace, aucun déchet, ni empreinte. L'ambiance était lourde, et tous les membres de l'équipe ressentaient un malaise palpable. Alors que nous continuions à marcher, je discutais avec un autre bénévole de cet étrange phénomène. Il pensait que les bruits de pas et la lumière étaient liés, et il avait plein de théories farfelues, allant des trafiquants à Bigfoot jusqu'aux ovnis. Pendant que nous parlions,
Le garde forestier et un autre bénévole avaient pris un peu d'avance. Soudain, un bruit fort est venu de notre gauche, et nous nous sommes arrêtés pour écouter. Nous avons accéléré le pas pour les rejoindre, mais quelques mètres plus loin, un chuchotement presque inaudible s'est fait entendre depuis les arbres. Un « et » discret, mais clair. Il était plus d'1 heure du matin, et entendre une voix dans une zone aussi reculée était terrifiant. Mon collègue s'est figé, et moi aussi. Il s'est retourné à regarder vers les arbres, et soudain il a crié et s'est effondré en arrière, ses lampes éclairant le sol dans toutes les directions. Je l'ai aidé à se relever, et les autres bénévoles sont arrivés en courant, armes en main, visiblement bien mieux préparés que moi. Nous avons expliqué ce qui s'était passé. Mon collègue, encore tremblant, a décrit avoir vu une silhouette rampante rapidement vers lui, avec des yeux qui brillaient. Quand il s'est relevé, la silhouette avait disparu. Nous avons fouillé la zone, appelant encore plusieurs fois, mais sans rien trouver. Vu le froid de la saison, une personne nue aurait dû être sous l'effet de drogue. C'était la seule explication plausible. Après cette rencontre, nous étions pressés de quitter la forêt. Personne ne voulait être le dernier dans l'obscurité, et nous avons accéléré jusqu'au poste de commandement. Le ranger a demandé par radio s'il y avait d'autres personnes portées disparues, mais ce n'était pas le cas. Nous avons tous fait notre rapport, mais aucun autre signalement n'a été envoyé pour vérifier ce que nous avions vu. Depuis, je n'ai jamais entendu parler de cette lumière ou de cette silhouette rampante dans les bois. Mais cela restera certainement une des nuits les plus effrayantes de ma vie. Depuis cet événement, je n'ai pas cessé de repenser à cette nuit étrange dans les bois. C'était une expérience unique, quelque chose de presque irréel. À chaque fois que j'y repense, je me demande si c'était réellement une personne ou si notre imagination avait été déformée par l'obscurité et le silence profond de la forêt. Les autres bénévoles, même ceux qui n'avaient pas vu la silhouette, étaient tout aussi troublés. De retour en ville, nous en avons discuté plusieurs fois, essayant de rationaliser l'expérience. Certains étaient convaincus que la silhouette était un randonneur égaré sous l'effet de substances. D'autres pensaient qu'il pouvait s'agir d'une sorte de phénomène surnaturel. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais trouvé de réponse qui explique tout ce que nous avons ressenti et vu cette nuit-là. Je suppose que certaines choses resteront toujours sans explication. Quand j'étais en randonnée avec un groupe, chacun avançait naturellement à son propre rythme. C'était un exercice d'entraînement d'une journée, destiné à nous emmener jusqu'à la prochaine station. Je me trouvais au milieu d'un groupe de 4 quand l'un de nous a dû s'arrêter pour retirer une tique. Le ranger principal et un autre membre du groupe sont restés avec lui, tandis que j'ai décidé d'avancer pour voir si je pouvais rattraper le groupe de tête. Le sentier était très bien balisé, donc je n'avais pas peur de me perdre. J'ai laissé mes compagnons en arrière, préférant éviter les tiques. J'ai une peur bleue de ces créatures, qui sont parmi les choses que je redoute le plus, bien que j'adore les activités en plein air. L'idée d'en trouver des milliers accrochés aux feuilles autour de moi me terrifiait. Je savais qu'à une certaine distance, nous devions croiser une vieille route forestière. Et effectivement, après un peu moins d'1 kilomètre, je l'ai trouvée. Je me suis dit que je devrais attendre le reste du groupe pour rattraper notre rythme commun. En attendant, j'ai décidé de me promener un peu le long de cette vieille route envahie par la végétation, perpendiculaire au sentier. Un muret de pierres basses longeait un côté de la route. Je marchais en l'examinant, à la recherche de quelque chose d'intéressant, peut-être des artefacts ou d'autres curiosités, quand tout à coup j'ai ressenti comme si j'avais franchi une barrière invisible. Le son semblait s'être éteint. Il y a quelques secondes, des oiseaux chantaient et on entendait des feuilles bruissantes autour de moi, mais tout s'était arrêté dans un silence anormal et oppressant. Je me suis arrêté, hésitant, et j'ai fait quelques pas de plus avant de m'immobiliser totalement. Un sentiment intense de malaise m'a envahi, comme si j'étais entré dans un endroit où je n'étais pas bienvenu. C'était comme si je pénétrais chez quelqu'un qui me détestait, mais ce sentiment était multiplié par 100. Tous les poils de mon corps se sont dressés, et je savais que je ne pouvais pas rester là. Je ne voyais rien de menaçant devant moi, mais j'avais cette certitude qu'il fallait partir immédiatement. Je me suis mis à reculer lentement, sans jamais tourner le dos.
m'efforçant même de ne pas cligner des yeux. Finalement, j'ai repassé cette barrière invisible et tout a semblé redevenir normal. Les oiseaux chantaient, les feuilles bruissaient. Ce n'est qu'alors que je me suis retourné et que j'ai vu le ranger principal approcher, qui me demandait s'il y avait quelque chose d'intéressant sur cette route. J'ai simplement répondu « Non, allons-y ». Avec le recul, j'ai pensé que c'était probablement un ours ou un cougar caché hors de vue et que mon instinct avait perçu le danger. Mais sur le moment, c'était une sensation très étrange, presque paranormale. J'en ai parlé au reste de l'équipe, mais chacun a simplement laissé tomber, estimant qu'il y avait de toute façon des animaux dans les bois et qu'on devait continuer. Nous avons atteint la station suivante où nous avons passé un week-end génial à étudier la flore et à nous former aux premiers secours. Cette étrange expérience en forêt était presque oubliée. Ce n'est que l'été suivant, alors que je faisais la même randonnée avec une nouvelle équipe de rangers, que le souvenir m'est revenu. Parmi cette équipe, plusieurs étaient des vétérans, travaillant et vivant dans le parc depuis plus de 10 ans. La randonnée se faisait sans difficulté, et tous les nouveaux profitaient pour poser des questions et écouter des histoires fascinantes. L'un des rangers plus âgés, que j'appellerais Rick, avait une série d'histoires de rencontres avec des prédateurs, et cela m'a rappelé mon expérience de l'année précédente. J'ai pris la parole pour raconter mon histoire, comment tout s'était déroulé sur ce même sentier, et comment tout était devenu incroyablement silencieux. À la fin de mon récit, Rick n'a pas vraiment réagi, et la conversation a vite dérivé vers autre chose. Je trouvais cela étrange, d'autant qu'en le regardant, j'ai remarqué qu'il avait un regard lointain. Il m'a fait un signe de tête, comme pour dire que nous parlerions plus tard. Effectivement, plus tard dans la journée, quand nous avons atteint la station et installé le camp, Rick est venu me voir. Il s'est excusé de ne pas avoir réagi plus tôt et m'a expliqué qu'il préférait en parler en privé. Nous nous sommes éloignés un peu du groupe et il m'a demandé exactement où mon histoire s'était passée. Je lui ai expliqué que c'était sur cette vieille route envahie par la végétation. Rick m'a alors raconté qu'il avait exploré cette route dans les deux directions. D'un côté, elle s'arrêtait net à environ un demi-kilomètre, là où un éboulement avait effacé toute trace du chemin. Un autre été, il avait emprunté la route dans la même direction que moi, suivant le mur de pierre jusqu'à trouver un endroit agréable pour se reposer. Mais alors qu'il s'installait, il avait ressenti le même sentiment de terreur. Ce n'était pas seulement silencieux et inquiétant. Rick a décrit cette sensation comme si chaque fibre de son être lui hurlait de faire demi-tour. Il m'a dit qu'il avait ressenti quelque chose de bien plus oppressant que moi. Ce n'était pas la peur instinctive que l'on peut éprouver en présence d'un ours ou d'un lion. C'était différent, comme si quelque chose dans l'air lui commandait de partir. Ce n'était pas un instinct de survie habituel, mais plutôt une sorte de suggestion presque surnaturelle. Rick m'a alors expliqué quelque chose qui m'a étonné. Avant de devenir garde forestier, il avait brièvement servi dans l'armée et avait entendu parler de technologies militaires, souvent expérimentales et parfois confidentielles. L'une d'elles, disait-il, était un système appelé « dispositif de déni d'accès », une arme énergétique non létale conçue pour émettre des ondes à une certaine fréquence, rendant toute zone ainsi protégée impraticable. Par exemple, si un de ces dispositifs était placé au-dessus d'une porte, il empêcherait toute personne d'y entrer, sans que celle-ci ne sache pourquoi, mais un puissant sentiment de malaise la retiendrait. Rick pensait que ce qu'il avait ressenti sur cette route, et ce que j'avais aussi expérimenté, pourrait être similaire. Il a décrit cette sensation comme une sorte de fréquence qui semblait remplir tout l'espace autour de lui, rendant sa présence insupportable. Cette explication résonnait avec ce que j'avais moi-même ressenti, ce désir presque incontrôlable de repartir en arrière. Curieux, je lui ai demandé ce que nous pourrions faire de cette information, à qui nous pourrions la rapporter. Je n'oublierai jamais son sourire triste lorsqu'il m'a tapoté l'épaule et répondu qu'il n'y avait rien à faire. Il m'a confié qu'il avait déjà tenté d'en parler, mais sans succès. À qui pourrais-tu raconter une telle histoire? À la police? À la presse? Disait-il. Personne ne te croira et tu passeras pour un fou. Rick voulait simplement comparer nos expériences et partager sa théorie avec moi, me révélant que, selon lui,
Tout ce qui se trouvait au bout de cette vieille route devait être classé secret. Il m'a raconté qu'au fil des ans, plusieurs personnes avaient rapporté des expériences similaires, mais que jamais aucune enquête n'avait été menée. La plupart de ces histoires provenaient du sud-ouest des États-Unis, bien que nous nous trouvions un peu plus au nord. Il m'a aussi conseillé de ne pas trop enquêter, expliquant qu'il connaissait au moins 2 cas où des gens ayant fait des signalements avaient disparu après être retournés explorer ces zones mystérieuses. Je n'ai travaillé dans ce parc qu'une année de plus avant d'être transféré ailleurs, mais cette expérience est restée gravée dans ma mémoire, et je n'ai jamais oublié ce que j'ai ressenti ce jour-là. Après cette conversation avec Rick, j'ai souvent repensé à cette étrange expérience. Sa mise en garde résonnait en moi, et même si l'idée de retourner là-bas pour voir ce qui se passait vraiment me tentait, je savais qu'il avait raison. Il valait mieux ne pas remuer le passé ni attirer l'attention sur ces choses mystérieuses et dérangeantes. Depuis, chaque fois que je me retrouve en forêt, je suis plus attentif à mes sensations et à ces moments de silence étrange qui semblent presque surnaturels. Peut-être ne connaîtrai-je jamais la vérité sur ce qui se trouvait au bout de cette route abandonnée, mais je crois que cette expérience m'a appris à respecter l'inconnu et à reconnaître qu'il existe des choses que nous ne comprenons pas et qui pourraient bien être hors de notre portée. Cette rencontre m'a laissé un sentiment de curiosité mêlé de prudence, et je crois que parfois, le plus sage est d'accepter que certaines choses doivent rester cachées. Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé comme accompagnateur de randonnée avec des chevaux dans une forêt nationale et passé au moins 1 semaine par mois en camping. Aujourd'hui, je fais de la conduite de traîneau avec des chiens, ce qui m'amène à être dehors quand il fait bien plus froid, plus sombre, et dans des endroits où peu de gens vont. La plupart des gens penseraient qu'une randonnée de 25 km à cheval est très longue, et ce serait effectivement une journée entière, mais moi, je fais entre 40 et 80 km par jour pour préparer les chiens aux compétitions de type Yukon Quest. Je ne fais pas officiellement partie des équipes de secours ni des gardes forestiers, mais j'ai souvent fait du bénévolat à leur côté, passant des heures à les assister dans des régions sauvages profondes. À vrai dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait parcouru ce genre de distance sans avoir vécu ou vu des choses incroyables. Mais tout dépend de ce qu'on est prêt à croire. Moi, je me base seulement sur ce que j'ai vu de mes propres yeux. Mon histoire se divise en 2 parties, et la première se passe juste après la frontière avec l'Arizona. Je conduisais sur une vieille route de campagne, et le soleil venait juste de se coucher, plongeant tout dans cette lumière trouble qui rend les ombres et les distances difficiles à juger. C'est le moment où se produisent la plupart des accidents. Je ne roulais pas très vite, gardant la vitesse limite, car j'étais au milieu de nulle part. Et si je percutais quelque chose, il pourrait s'écouler un bon moment avant que quelqu'un me trouve, à supposer que je survive. Alors que je prévoyais d'accélérer une fois la nuit tombée, j'ai vu 5 ou 6 élans surgir sur la route. J'ai immédiatement freiné et fait une embardée sur le bas-côté pour éviter de les heurter. Percuter un de ces animaux équivaut presque à une condamnation à mort. Il mesure plus de 2 mètres de haut et pèse bien plus de 250 kilos. Dans certaines régions, ils se reproduisent comme des lapins. Peut-être aurais-je survécu si j'en avais heurté un seul. Mais tous les 5, c'était impossible. Par chance, j'ai réussi à les éviter, mais j'ai failli en heurter un qui était plus gros que les autres. Il semblait se diriger droit sur moi, comme s'il allait traverser mon pare-brise et me tuer instantanément. Dans ce moment, tout semblait au ralenti, et j'ai ressenti une étrange sérénité, comme si j'étais prêt à accepter la fin. Cet élan n'avait aucun bois, ressemblant davantage à une femelle, mais il était couvert de fourrure grise, épaisse, comme celle d'un vieux bouc angora qu'il aurait fallu tondre depuis longtemps. Cet animal était presque 2 fois plus gros que les autres, et les élans déjà étaient plus grands que ma voiture. Heureusement, j'ai réussi à passer juste en dessous de lui, et sa tête est passée au-dessus du toit de ma vieille Ford avant de heurter l'arrière de ma voiture. Je me suis arrêté en catastrophe, et malgré mon instinct qui me disait de rester dans la voiture, je suis sorti, pétrifié et fasciné, pour essayer de comprendre ce que c'était que cette créature. Les élans se dirigeaient vers la lisière des arbres,
et ce que j'avais vu les suivait de près avant de disparaître dans les broussailles. En regardant le capot, j'ai remarqué une nouvelle bosse au centre, signe de la collision. J'ai passé 20 minutes à revivre la scène dans ma tête, totalement incrédule. Mes amis disent qu'il s'agissait peut-être d'un Bigfoot, même si, pour moi, il avait bien 4 pattes. Ma femme, elle, pense que c'était peut-être un esprit de la mort et que j'étais mort à cet instant, mais que mon esprit continue de vivre ce qu'il voulait. La deuxième partie se passe des années plus tard, à quelques kilomètres de là, au bord du lac Strawberry dans l'Utah. J'étais avec mes chiens, 12 en tout, attachés derrière un quad en raison du manque de neige pour les traîneaux. Nous traversions un vieux bosquet d'arbres épais et, avec une équipe de cette taille, il n'y avait d'autre choix que d'aller tout droit. Nous avions accompli la distance prévue et il ne restait plus qu'à boucler la boucle et retourner au camp. J'étais fatigué, mais c'était un moment excitant, surtout que je portais une lampe frontale pour naviguer dans la nuit froide. Soudain, je l'ai aperçu à nouveau, courant cette fois à ma gauche, se déplaçant dans la même direction que nous, mais à un angle qui, si nous continuions, allait nous mener à une collision. À environ 50 mètres, j'ai encore été frappé par sa puissance. Cet animal traversait la neige épaisse de presque 1 mètre comme si de rien n'était. Il portait la même épaisse fourrure que la créature de l'Arizona. C'était impossible que ce soit le même, mais la vision de cette chose m'a rappelé immédiatement l'incident d'il y a des années. Je voulais attraper mon appareil photo, mais j'étais trop occupé à surveiller mes chiens pour m'assurer qu'ils ne tentaient pas de lui courir après. Quand on conduit des chiens de traîneau, il est impératif de ne pas perdre de vue le chef de l'attelage, sinon tout peut tourner mal en un instant. J'ai donc accéléré pour occuper les chiens et éviter qu'ils ne s'égarent. Mais cette créature continuait de traverser la neige et les branches, nous suivant de près à une 20aine de mètres. Il n'y avait presque aucun arbre pour nous cacher. J'ai regardé la créature, puis mon chef d'équipe, pour m'assurer que les chiens n'étaient pas distraits. J'ai continué de regarder la créature et, en même temps, j'ai glissé la main vers mon revolver d'urgence, un 357 Magnum à 6 coups chargé de balles de haute puissance. Je ne voulais pas tirer ni même effrayer les chiens avec un coup de feu, mais la créature se rapprochait de plus en plus. J'ai alors tiré un coup au-dessus de sa tête pour l'intimider. J'ai entendu la balle frapper des branches, puis j'ai regardé en arrière pour vérifier l'état de mes chiens. Juste à ce moment-là, la créature a disparu derrière un épais bosquet d'arbres. Pendant le reste du trajet, je sursautais au moindre mouvement ou à la moindre ombre. En tant que conducteur de chiens de traîneau et bénévole pour les équipes de secours, je n'avais jamais vu une chose pareille. Cette créature avait 4 pattes, un pelage si épais qu'il semblait avoir poussé pendant des décennies. Et malgré tout, elle se déplaçait avec une assurance déconcertante, comme si elle n'avait pas besoin de voir pour avancer. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Je sais que c'est incroyable. Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est ce bref instant où j'ai pensé « Oh, voilà la mort qui revient. » Mais cette fois, elle va vraiment me prendre. Après cet événement, je n'ai cessé de repenser à cette étrange rencontre. Ce qui me hante le plus, c'est ce sentiment inexplicable de connexion avec cette créature. Ce moment où j'ai eu l'impression que, malgré la distance et l'étrangeté de la scène, nous nous étions mutuellement reconnus. J'ai souvent raconté cette histoire à mes amis, et chacun a sa propre théorie. Certains pensent qu'il s'agissait d'une sorte de vision, d'un présage, tandis que d'autres penchent pour une créature encore inconnue, cachée dans les profondeurs de la nature sauvage. Pour moi, l'expérience reste un mystère non résolu, un souvenir entre le réel et l'irréel, quelque chose qui dépasse la simple logique. Même si cela s'est produit en décembre 2019, j'y pense encore tous les jours, car c'était une expérience totalement inédite pour moi. Début décembre, j'avais décidé de faire un peu de shopping tard le soir. Je suis une mère au foyer de 31 ans, avec 2 jeunes enfants. Alors dès que mon mari rentre du travail, j'aime prendre un moment pour moi, aller faire du shopping, conduire ou faire des courses sans les enfants. Il était aux environs de 8h30 du soir, lorsque je suis arrivé au carrefour que je fréquente habituellement. Je ne suis ni paranoïaque ni anxieuse de nature, mais j'ai assisté à plusieurs séminaires à l'université sur la traite des êtres humains, et j'ai fait de nombreuses recherches pour apprendre à reconnaître les signaux d'alerte
et à savoir quelles précautions prendre lorsque je me trouve seul en public, surtout la nuit. Je porte toujours sur moi plusieurs objets de défense personnelle, juste au cas où. Je me suis garé juste en face du magasin à côté d'un emplacement pour Cadiz et j'ai pris note mentalement des véhicules garés à proximité. Encore une fois, ce n'était que des précautions. On m'a appris très jeune à toujours observer mon environnement, et le fait que je sois un peu maniaque du contrôle me rend naturellement attentive. Rien ne semblait inhabituel ce soir-là, et le parking était relativement vide, sans doute parce que c'était un jour de semaine. En entrant dans le magasin, j'ai commencé à faire du lèche-vitrine comme d'habitude, suivant le flux naturel des départements le long de l'allée principale. J'étais là depuis environ 10 à 15 minutes lorsque j'ai remarqué un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il était grand, mince, et portait un survêtement gris sale en 2 pièces, accompagné de bottes de travail marron. Il m'a regardé, alors je lui ai souri et dit bonjour, mais son visage est resté impassible. Il avait l'air d'être sous l'effet de quelque chose à en juger par son regard, mais il ne semblait pas s'intéresser à mon geste et est rapidement passé à autre chose. Au premier abord, rien en lui ne m'a particulièrement alarmé, si ce n'est que j'ai remarqué qu'il arpentait l'allée principale sans chariot ni panier, les mains dans les poches, et qu'il ne semblait être avec personne. J'ai continué à faire mes courses sans y réfléchir davantage, me rendant au département suivant. Quelques minutes plus tard, j'ai remarqué un deuxième jeune homme portant le même genre de vêtements et une paire de bottes de travail similaires. Là encore, il n'avait ni chariot ni panier. Lui aussi m'a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard lorsqu'il a réalisé que je le regardais directement. À ce moment-là, j'ai commencé à être un peu plus alerte, mais je suis resté calme et ai continué mes courses. Environ 15 minutes plus tard, un troisième homme, plus âgé cette fois, a attiré mon attention, et devinez quoi? Même survêtement gris, même bottes de travail, sans chariot ni panier, juste les mains dans les poches. J'ai supposé qu'il portait une sorte d'uniforme de travail, peut-être des ouvriers du bâtiment, mais pourquoi ne se déplaçaient-ils pas ensemble? Et pourquoi n'avaient-ils rien à acheter? À ce stade, il devenait difficile de me concentrer sur mes achats. J'avais un mauvais pressentiment à propos de ces hommes, et il devenait évident que quelque chose clochait. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai eu l'impression d'être surveillé par eux, comme s'ils communiquaient entre eux pour suivre mes déplacements dans le magasin. Chaque fois que je changeais de département, l'un des 3 hommes ne tardait pas à passer par l'allée latérale où je me trouvais, s'assurant que je remarquais leur présence. Je suis restée totalement vigilante tout en essayant de ne pas paniquer, ni de laisser mes soupçons prendre le dessus. Leur présence avait quelque chose de pesant et d'inquiétant. J'ai donc décidé de tester leurs intentions pour voir si mon instinct ne me trompait pas. J'ai commencé à parcourir les rayons de manière aléatoire et désorganisée, allant d'un département à l'autre, pour voir si les hommes continuaient de passer près de moi aussi souvent qu'ils l'avaient fait jusqu'à présent. À chaque rayon où je me trouvais, l'un d'eux apparaissait quelques minutes plus tard, me fixant du regard en passant. Je me sentais encerclé, comme un animal traqué. Il ne faisait même plus semblant d'être discret, ce qui était la partie la plus effrayante de toute cette histoire, et tout mon instinct me criait de sortir d'ici. Je serrais fermement mon chariot, me disant que s'il s'approchait trop, je pourrais l'utiliser pour les repousser, ou au moins créer une distance entre nous. À ce moment-là, cela faisait environ 1 heure que je faisais mes courses, peut-être un peu plus. J'étais prête à acheter mes articles, mais honnêtement, je me sentais trop mal à l'aise pour continuer à faire des emplettes, même si je l'avais voulu. Ces hommes m'avaient suivi tout ce temps et je commençais à être plus agacé qu'autre chose. Le magasin était également assez vide à ce moment-là, l'une des raisons pour lesquelles j'aime faire mes courses la nuit. Mais cette situation particulière rendait les choses encore plus troublantes. 2 filles d'environ 12 ou 13 ans erraient seules dans le magasin, ce qui a rapidement attiré mon attention, car les hommes les avaient croisées en leur faisant des avances similaires. Mais les filles ne semblaient pas s'en apercevoir. Je les ai discrètement interpellées et leur ai demandé d'aller retrouver leurs parents et de rester avec eux en essayant de ne pas les effrayer. C'était juste mon instinct maternel qui se manifestait, en mode protection totale. Je ne pouvais pas imaginer avoir mes jeunes enfants avec moi ce soir-là. Heureusement, ils étaient à la maison, en sécurité.
En me dirigeant vers la caisse, j'ai remarqué que l'un des hommes arrivait derrière moi, marchant à un rythme plus rapide cette fois. J'ai immédiatement stoppé net et les regardé droit dans les yeux alors qu'il s'approchait. Je n'oublierai jamais la noirceur dans son regard. Un sourire inquiétant s'est dessiné sur son visage lorsqu'il a heurté mon épaule, continuant à me fixer tout en marchant à reculons pour maintenir son regard sinistre sur moi en quittant le magasin. J'avais perdu de vue les deux autres hommes et je détestais cette incertitude. Son message était très clair à ce moment-là. Mon estomac s'est noué et tout mon corps a commencé à trembler. J'ai ressenti une angoisse que je n'avais pas ressentie depuis mon enfance, lorsque je m'étais perdu dans un supermarché, un sentiment de désespoir. Je me suis rapidement dirigé vers la caisse, demandant discrètement à la caissière si je pouvais parler à un responsable. Je lui ai raconté ce qui s'était passé au cours de l'heure écoulée, demandant poliment à ce qu'un employé masculin m'accompagne jusqu'à ma voiture et qu'ils alertent leur service de sécurité. Lorsque j'ai décrit les hommes aux responsables, son visage s'est affaissé, comme si elle savait déjà de qui je parlais. Elle m'a confirmé qu'elle voyait bien de qui il s'agissait et m'a dit que plusieurs employées féminines les avaient trouvés inquiétants dans le passé. Elle m'a rassuré en me disant que quelqu'un allait m'accompagner jusqu'à ma voiture, a rédigé un rapport sur l'incident et m'a assuré qu'elle allait prévenir les autorités. Je tremblais encore, mais j'étais soulagé qu'elle me croie et qu'elle s'inquiète pour les autres jeunes employés du magasin. Elle a pris mes coordonnées, puis un jeune employé masculin m'a raccompagné à ma voiture. Ce que j'ai vu en sortant du magasin m'a donné la nausée, confirmant tous mes soupçons. Il y avait une camionnette blanche sans fenêtre garée dans le lot juste derrière ma voiture, à environ 3 places de distance. L'un des hommes était assis sur le siège du conducteur, tandis que les deux autres étaient appuyés contre le côté de la camionnette, face à ma voiture, essayant de se cacher. Sérieusement, comment pouvait-on être plus cliché et évident? Leur plaque d'immatriculation aurait tout aussi bien pu dire « kidnappeur » à ce stade. Quelles que soient leurs intentions, elles ne semblaient pas bienveillantes. J'ai montré du doigt la camionnette à l'employé en disant « Les voilà », ce qui a immédiatement fait réagir les hommes. Ils se sont précipités dans la camionnette et ont quitté le parking à toute vitesse, sans hésitation. Je n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer si j'étais sorti seul jusqu'à ma voiture. Je suis tellement reconnaissante d'être rentrée saine et sauve chez moi pour pouvoir raconter mon histoire. La semaine suivante, j'ai appris qu'il y avait eu plusieurs tentatives d'enlèvement dans le centre commercial parallèle à ce carrefour, et je suis presque certaine qu'il s'agissait des mêmes individus. Il y a environ 6 ans, alors que j'avais 20 ans, je travaillais comme livreuse pour une pizzeria populaire de mon quartier. Au début, je faisais le service de la fin de matinée jusqu'en milieu d'après-midi, mais lorsque le livreur de nuit a été licencié après avoir perdu son permis à cause d'une conduite en état d'ivresse, j'ai été assigné à la tournée du soir. Mon patron avait embauché un ami de la famille qui ne pouvait travailler que durant mon créneau. Pour une raison ou une autre, je ne voulais vraiment pas de ce poste car on ne sait jamais si les gens qui commandent tard le soir veulent vraiment une pizza ou s'ils ont d'autres intentions en tête. Malheureusement, mon patron était un vrai imbécile et m'a essentiellement dit que si je ne voulais pas travailler le soir, j'étais viré. Je n'étais pas en position de refuser, donc j'ai accepté à contre-cœur. Le premier mois s'est déroulé sans problème jusqu'à ce que je doive livrer une pizza à une maison qui se trouvait tout juste à la limite de notre zone de livraison. J'ai entré l'adresse dans mon GPS et la maison se trouvait dans une banlieue assez résidentielle. Je suis arrivé aux alentours de 11 heures du soir. Le quartier était extrêmement calme, mais assez bien éclairé, avec principalement des maisons de ville modernes. La maison où je devais livrer était un duplex. J'ai sonné à la porte et attendu environ 30 secondes. Pas de réponse. J'ai sonné à nouveau et attendu encore 30 secondes, toujours rien. Je me tenais là, un peu nerveuse à l'idée que quelque chose d'anormal puisse se produire, mais heureusement un homme a ouvert la porte. Il semblait avoir une quarantaine d'années, il était plutôt grand par rapport à moi, peut-être un peu plus d'1,80 m, mais très mince. Je lui ai dit que sa pizza était là, et il s'est contenté de rester là à me fixer. Je lui ai demandé s'il allait bien et il m'a répondu « Oui, ça va. Désolé, je viens de finir le travail et je suis un peu dans les vapes. » Bon, ça se tient.
Il me tend l'argent, je lui donne la pizza, et pendant que je compte la monnaie, il me dit « Vous êtes vraiment belle, vous savez ?» Je n'y ai pas trop réfléchi sur le coup, je l'ai remercié pour le compliment et je lui ai rendu sa monnaie. Je lui ai souhaité une bonne nuit et il m'a répondu de même. Je suis retourné à ma voiture et ai terminé mes livraisons pour la nuit. Quelques jours plus tard, je reçois une commande pour la même adresse. Je me rends à nouveau sur place vers la même heure que la dernière fois et je sonne à la porte. Il ouvre à nouveau, cette fois, très enthousiaste. « Oh, c'est encore vous, comment ça va ?» Je lui ai dit que j'étais fatigué et que j'avais hâte de rentrer chez moi, ce à quoi il a répondu en riant. Je connais bien ce sentiment. Alors qu'il sortait son portefeuille, il me demande comment je m'appelle. Étant un peu fatigué à ce moment-là, et ne réfléchissant pas trop, je lui ai bêtement dit mon prénom. Encore une fois, alors que je lui rends sa monnaie, il me demande si je pourrais lui donner mon numéro, car il adorerait sortir avec quelqu'un d'aussi magnifique que moi. Wow, minute papillon. Je n'ai littéralement vu ce type que 2 fois pour lui livrer une pizza, je ne le connais pas du tout, et je suis sûr qu'il ne sait presque rien de moi. Il faut aussi mentionner qu'à l'époque, malgré mes 20 ans, j'avais l'air beaucoup plus jeune. Beaucoup de gens me disaient que je ressemblais encore à une adolescente de 15 ans, et j'espérais qu'ils ne le pensaient pas et qu'ils n'étaient pas en train de draguer ce qu'ils croyaient être une mineure. Je suis resté là, gêné pendant quelques secondes avant de lui dire « Désolé, j'ai un copain ». Il a l'air déçu et dit « Ah, d'accord, je vois ». Nous restons là en silence avant que je ne lui souhaite une bonne nuit, puis je retourne à ma voiture. Il ne dit rien mais reste debout dans l'encadrement de la porte, me fixant du regard jusqu'à ce que je démarre et parte. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une impression vraiment étrange concernant cet homme. J'en ai même parlé à mes collègues, et ils ont tous trouvé ça assez effrayant, sauf mon patron, qui a entendu toute la conversation et a prétendu que j'inventais des histoires pour obtenir de la sympathie à cause de mon service de nuit. Une semaine plus tard, alors que je faisais toujours ce service, nous avons reçu une nouvelle commande de ce même client. C'est là que les choses ont vraiment pris une tournure inquiétante. Je suis arrivé chez lui vers 10h30 du soir, et de mon point de vue depuis la route, il ne semblait pas y avoir la moindre lumière allumée dans la maison. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers la porte d'entrée avec la boîte de pizza dans les bras. Alors que je m'approchais de la porte, elle s'est ouverte brusquement, révélant l'homme, cette fois-ci vêtu d'un costume. J'ai sursauté, et il a ri en disant « Désolé si je t'ai fait peur. Je t'ai vu par la fenêtre et j'ai pensé que je pourrais ouvrir la porte pour que tu n'aies pas à frapper. » Je commençais vraiment à avoir peur, car comme je l'ai mentionné, il n'y avait aucune lumière allumée dans la maison. Était-il assis dans le noir tout ce temps? Et si oui, pourquoi? J'ai ri nerveusement et lui ai dit que ce n'était pas grave. Il m'a alors demandé si j'aimais son costume, et je lui ai répondu que oui. Puis il m'a demandé « Est-ce que ça te dirait de sortir avec moi ce soir ?» Quoi? Je lui ai encore une fois dit que j'avais un copain. Il a souri, s'est approché de moi et m'a dit « Allons, une fille de ton âge ne peut pas être dans une relation sérieuse. Si tu sors avec moi, je te montrerai comment un vrai homme traite une fille. » Il a alors attrapé la boîte à pizza et l'a jetée sur le côté, avant de m'agripper les bras avec force. À ce moment-là, j'étais complètement terrifié, essayant de ne pas pleurer à cause de la peur qui m'envahissait. J'ai commencé à le supplier. « S'il te plaît, mec, je veux juste rentrer chez moi. Je ne veux pas sortir ce soir. » Il m'a fixé avec le regard le plus sinistre que j'ai jamais vu sur le visage de quelqu'un, et il m'a dit « Je m'en fous. Entre maintenant, on va passer un bon moment. » Il a commencé à me tirer vers l'intérieur de la maison, et j'ai résisté de toutes mes forces. Après quelques secondes de lutte, il a lâché un de mes bras et a commencé à sortir quelque chose de sa poche, que j'ai supposé être un couteau. C'est alors que j'ai fait quelque chose dont je suis encore reconnaissante aujourd'hui. Pendant qu'il fouillait dans sa poche, j'ai utilisé mon bras libre pour lui donner un coup de poing aussi fort que possible dans l'estomac. Cela l'a étourdi pendant quelques secondes, juste assez pour qu'il desserre son emprise et que je puisse m'enfuir. J'ai couru jusqu'à ma voiture, et alors que je montais à l'intérieur, il s'est précipité vers moi et a essayé de me tirer hors de la voiture, avec le couteau dans l'autre main en criant « Pourquoi tu rends ça si difficile ?»
J'ai attrapé une bouteille de soda à moitié vide dans le porte-gobelet et je l'ai lancée, et par chance, elle l'a touché à la tête. Il m'a lâché, j'ai claqué la portière, et soudain, il a sauté sur le capot de ma voiture et a commencé à griffer et frapper mon pare-brise avec son couteau. J'ai mis la voiture en marche arrière aussi vite que possible, reculant rapidement sur la route, tandis qu'il essayait désespérément de s'accrocher. Il frappait littéralement sur le capot en criant « Arrête la voiture !» J'ai tourné sur la route suivante aussi vite que possible, et heureusement, il est tombé du capot. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur pour m'éloigner le plus rapidement possible de cet homme. Dans mon état de panique, j'ai conduit sur quelques pâtés de maison, enchaînant les virages sur des rues secondaires, craignant d'être suivi. Finalement, je me suis arrêté à un feu rouge et j'ai freiné brusquement, restant figé à l'intersection, pétrifié par ce qui venait de se passer. J'ai commencé à pleurer et à trembler violemment,